La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mercredi 21 mai 2025, dont voici les titres. Le syndicat unique des travailleurs de la santé SUTSAS a réagi suite au meurtre de Mamadou Samba Diallo, infirmier chef de poste à Koungheul. Le SUTSAS dénonce et plaide pour le renforcement de la sécurité des agents de la santé. Pour exprimer leur mécontentement, il déclare le vendredi comme journée noire plutôt. Le secrétaire général Mbalo Diacham s'exprimera dans cette édition. Une journée de formation sur le pacte social a été organisée ce mercredi par la plateforme des organisations internationales basées au Sénégal. Le but est d'en faire bénéficier les ONG membres. Les explications de Choronja et Touré, la représentante de la commission administrative de l'ONGIS, à suivre dans ce journal. Et puis le reportage Tabaski de ce mercredi va porter sur les points de vente de moutons à Dakar. On en voit de plus en plus dans les artères de la capitale, même si, selon les vendeurs rencontrés à Gueule-Tapée, les clients se font encore rares. Tout ceci à suivre dans le développement, ce sera juste après ceci. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans cette édition que nous démarrons avec le syndicat unique des travailleurs de la santé SUTSAS qui a annoncé ce mercredi l'assassinat de Mamadou Samba Diallo, l'infirmier chef du poste de santé de Arafat, district sanitaire se situant à Koungheul. L'agent de santé a été attaqué dans son lieu de travail par des individus armés non encore identifiés. Le SUTSAS condamne fermement ce qu'il qualifie d'ignoble crime, dénonçant une fois de plus la recrudescence des actes de violence ciblant les agents de santé dans leur lieu de service. En réaction, le syndicat a décrété la journée du vendredi 23 mai comme journée noire sur l'ensemble du territoire national, suivant la réaction du secrétaire général du SUTSAS, Mbalo Diacham. Nous avons appris avec beaucoup de douleur, avec aussi beaucoup d'inquiétude et d'angoisse la mort tragique de notre camarade Mamadou Samba Diallo, infirmier chef de poste de Arafat à Koungheul. Il a subi la loi des malfaiteurs, donc des agresseurs qui ont tué à coups de machette, selon donc les informations qu'on a eues. Et donc nous voyons que les agresseurs aussi en font de trop, parce que quand même un centre de santé, un poste de santé, donc nous pensons devait être épargné. Et c'est pas aussi la première fois que nos structures subissent de tels assauts. Récemment, c'est l'hôpital de Richard Toll qui a fait l'objet d'une attaque avec un gang qui est descendu là-bas avec le coup de 21 avec un pick-up. Ça ne fait pas longtemps. Nous en avons connu aussi à Touba, à Seyou, à Kaolack, à Dofan, etc. Donc c'est pas la première fois, c'est la énième fois. C'est un acte qu'on condamne avec la dernière énergie et nous réclamons aussi de l'État davantage de sécurité. C'est pourquoi l'Union régionale de Kaffrine du SUTSAS a décrété une journée sans travail, avec un arrêt de travail à partir de 9h pour manifester son mécontentement et réclamer davantage de sécurité, comme je l'ai dit. Et le secrétaire exécutif permanent du SUTSAS a décrété vendredi noir, le vendredi prochain, est déclaré vendredi noir avec port de brassard noir, journée de prière, de sitting dans tous les districts sanitaires du Sénégal. Et nous invitons aussi les amateurs de santé, les EPS à s'associer à l'événement pour compatir avec la famille, mais aussi réclamer davantage de sécurité parce que nous en avons droit et nous en avons besoin. Mbalo Diacham joint au téléphone par Mansour Djassé. Et puis, dans un communiqué, le ministère de la Santé et de l'Action sociale exprime sa profonde consternation et sa vive indignation suite au décès tragique de Mamadou Samba Diallo, infirmier chef de poste à Arafat, district sanitaire de Koungheul. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale condamne avec la plus grande fermeté cet acte barbare. D'après la tutelle, il
est inacceptable que les agents de santé dont l'engagement est un pilier essentiel de notre société soient ainsi attaqués. D'ailleurs, le ministère de la Santé et de l'Action sociale assure que les autorités compétentes sont mobilisées pour que les responsables de ce crime odieux soient rapidement identifiés et traduits en justice. Le ministère annonce par ailleurs que des mesures seront prises pour renforcer la sécurité des agents et des services de santé. Nous restons toujours dans cette région, précisément à Kolda et Kédougou. Il est concentré aujourd'hui une part importante des cas de VIH-Sida au Sénégal. C'est ce qu'a révélé Dr Safietou Cham, secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le sida, en marge d'un atelier de plaidoyer et de sensibilisation organisé avec la direction des droits humains du ministère de la Justice. Cette rencontre visait à impliquer les acteurs de la chaîne pénale dans la promotion des droits humains liés au service VIH. Dr Cham salue par ailleurs les avancées du Sénégal où la prévalence est aujourd'hui estimée à 0,3%. Suivons Dr Safietou Cham au micro de Astou Sow et d'Ousmane Bitey. Nous sommes en partenariat avec le ministère de la Justice et aussi la police nationale, à travers le ministère de l'Intérieur. Nous avons signé avec ces différents secteurs des conventions de partenariat justement pour la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, pour la protection des personnes vivant avec le VIH et des populations vulnérables, pour un environnement favorable à des services VIH qui respectent vraiment les droits de la santé, les droits à la santé pour tous. Il s'agit dans le cadre de cette activité de présenter les enjeux de droits humains liés à la lutte contre le sida. En termes de résultats, ce qu'on peut dire, c'est que les nouvelles infections baissent au Sénégal, sauf dans la tranche d'âge des jeunes de 15 à 24 ans. Vraiment, il faut qu'on comprenne que nous avons fait beaucoup d'efforts en termes de prise en charge, d'accès au traitement. Aujourd'hui, 91% des patients sont dépistés et 93% de ceux qui sont dépistés prennent déjà les médicaments antirétroviraux. Donc tout ça, c'est lié à tous les services de dépistage, de traitement que nous proposons à la population. Et justement, nous nous sommes dit que les 9% qui ne sont pas dépistés ne le sont certainement pas parce qu'ils ne veulent pas, mais peut-être qu'il y a des barrières liées aux droits de l'homme, des barrières liées à la stigmatisation, à la discrimination. À présent, nous nous rendons à Sangué, dans la commune de Noto Diobass, où des jeunes ont manifesté, notamment délogé des écoles pour protester contre le projet Diobass Smart City, accusant le maire de la localité de vouloir s'emparer de leurs terres sans consultation préalable. Écoutons à ce propos Ousmane Sen, coordonnateur de lutte pour la défense des intérêts de Sangué. Population de Sangué. À travers ma voix, nous sortons une troisième fois à la presse pour dénoncer l'attitude et les agissements de notre maire. Cette fois-ci, je vais citer son nom, Michel Sarr. Nous commencerons par interpeller monsieur le président de la République, son Excellence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son premier ministre Ousmane Sonko. Depuis le mois de mars 2025, il a été donné aux populations de la commune de Noto Diobass de constater avec stupéfaction et désolation la communication sélective et superficielle du maire Alioune Sarr sur un projet dénommé Diobass Smart City. Il importe de préciser que le projet Diobass Smart City devra s'étendre sur près de 400 hectares. Près de 400 hectares. Allant des villages de Dakhar Mbaye à Tchéo, dont plus de 100 hectares sur le foncier de Sangué, constituerait un précédent plutôt dangereux, un gouffre foncier inédit pour un village. Un terroir dont la population vit fondamentalement d'activités maraîchères et de l'élevage. Pour ce, nous portons à la connaissance du gouvernement sénégalais l'absence d'informations préalables et de concertation
réel avec les différentes franges de la population locale. La maîtrise de l'intelligence artificielle avec une anticipation sur les besoins en formation, redéfinir les métiers en fonction de cette révolution technologique. Tels sont essentiellement les différents points abordés à l'ouverture de la 9e édition du Forum École Entreprise organisé par le groupe Subdeco Dakar. En présence des représentants des ministères de tutelle et des partenaires, ce forum de 2 jours se déroule sous le thème intelligence artificielle et transformation des métiers, opportunités et défis pour les entreprises talents de demain. En ce sens, Abdelaziz Si, directeur général adjoint de l'école de formation Subdeco, et Amadou Wagne, représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, se sont exprimés au micro de notre reporter sur place, Aïssatou Ba. Aujourd'hui, c'était effectivement le lieu de se réunir à nouveau pour le Forum École Entreprise, à la 9e édition déjà. Et nous avons eu vraiment beaucoup de satisfaction parce que les entreprises nous ont fait confiance. Une quinzaine d'entreprises sont venues avec comme objectif de recruter les perles rares pour développer leurs activités. Et le thème de cette année, c'est sur l'intelligence artificielle et la transformation des métiers. Parce que vous le savez, les métiers vont se transformer. Certains vont disparaître, d'autres vont se transformer radicalement. Donc aujourd'hui, cette thématique a été vraiment choisie par le comité d'organisation pour expliquer et indiquer, en fait, démontrer les nouveaux métiers qui vont se créer. Et nous sommes d'ailleurs très heureux de savoir que la politique de New Deal technologique du président de la République va être mise en place, ce qui va accélérer également la création de ces métiers, parce que qui parle de métier parle de compétences. Bon, depuis les premiers pas du gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye, il y a eu la vision Sénégal 2050. Il y a eu également des politiques publiques sectorielles dont l'ANTESRI, et le ministre de l'Enseignement supérieur Abdourahmane Diouf a toujours voulu que l'on mette en réalité les intelligences artificielles comme un noyau axial, comme un vivier de la transformation de l'enseignement supérieur. Parce que c'est le seul pont qui vaille actuellement entre les enseignements, la formation et le monde du travail. Donc nous sommes là pour accompagner l'initiative du groupe Subdeco, l'initiative également qui aura des conclusions, et toutes les conclusions, toutes les recommandations seront transmises aux autorités pour que cela fasse en réalité partie des politiques publiques qu'on va implémenter. La plateforme des organisations internationales non gouvernementales basées au Sénégal a organisé ce 21 mai une session de formation sur le pacte social des ONG. L'objectif est de renforcer les capacités des ONG membres sur cette question pour qu'ils puissent bénéficier de l'opportunité et de l'avantage d'avoir un tel pacte. Suivant les explications de Thioro Ndiaye Touré, représentante de la commission administrative de ONGIS. Elle est au micro d'Amsatou Gano et de Boubacar Diagne. Oui, l'objectif de cette formation est de renforcer les capacités de nos ONG membres par rapport au pacte social qui a été signé depuis 2019, comme je le disais tantôt. Et depuis lors, on est en train de poursuivre cette implémentation du pacte social. Et il y a eu quand même beaucoup d'ONG qui nous ont rejoints dans la plateforme des ONG ONGIS. Et c'est l'opportunité pour nous de mieux leur expliquer le pourquoi d'un pacte social, puisqu'on avait quand même une convention collective de commerce qu'on utilisait et qui est vraiment à l'opposé de notre secteur d'activité. Et donc c'est l'opportunité de les renforcer davantage pour qu'ils puissent quand même bénéficier de l'opportunité et de l'avantage d'avoir un tel pacte. Oui, comme vous le savez, les ONG constituent quand même un secteur d'activité particulier. On est certes dans le secteur privé, mais quand même on a des réalités et des contextes qui sont vraiment différents. Les ONG fonctionnent à majeure partie de financement des dons que nous recevons et nous avons quand même un cadre de travail qui est assez différent.
On n'est pas comme le secteur de commerce, donc on est une organisation à but non lucratif et il y a quand même des réalités, surtout dans la contractualisation. Donc les contrats de travail quand même, dans les contrats de travail, il y avait quand même des difficultés parce qu'il y avait un bon nombre de pratiques qui étaient vraiment issues des ONG internationales qu'on voulait quand même mettre ici au Sénégal en pratique, mais on avait quand même un vide juridique. Et le pacte social venait vraiment à point pour nous permettre d'avoir un cadre juridique vraiment sensible à notre contexte. À présent, le reportage du jour sur les points de vente de moutons à quelques semaines de la Tabaski qui deviennent de plus en plus nombreux dans la capitale dakaroise. Au quartier Gueule-Tapée, les vendeurs trouvés sur place estiment que même si les moutons sont disponibles et les prix accessibles, les clients se font pour le moment rares. Par ailleurs, ils demandent plus d'assistance et de sécurité aux gouvernants. Reportage Mansour Diassé et Vieux Ndiaye. À quelques semaines de la Tabaski, des points de vente de moutons commencent à s'installer dans les rues de Dakar. D'après les vendeurs, la ville est bien approvisionnée en moutons, mais les clients se font rares pour le moment. À quelques semaines de la Tabaski, les clients ne sont pas encore venus, mais peut-être c'est à cause de la conjoncture. Donc je pense qu'ils viendront d'ici la Tabaski. Le de moutons s'avère être très dur parce qu'actuellement on ne voit pas de clients car on arrive à vendre que 7 moutons ou 8. Les prix varient de 200 à 700 000 francs selon les races d'après Salou Tchoun. Les prix varient entre 200 et 700 000 selon le mouton que tu as choisi. Donc les moutons sont ici pour toutes les bourses. Donc toute personne qui vient ici pourra avoir un mouton. Les vendeurs ont profité de l'occasion pour lancer un appel aux autorités pour plus d'assistance et un renforcement de la sécurité dans les points de vente. Cela fait 14 ans que j'exerce le même métier. Je suis dans la vente de moutons, mais je dirais que les choses sont vraiment compliquées. Même pour obtenir de l'aliment, c'est vraiment difficile. Donc l'État ou bien même la mairie devra revoir ou bien même faire tout son possible pour nous aider, c'est-à-dire nous octroyer des places. Vous savez, c'est très difficile de vendre ici. Il y a le problème de sécurité. Ici, il n'y a pas d'électricité. Donc, on a besoin d'aide faire correctement notre travail. La ferveur de veille de Tabaski ne se fait pas encore ressentir dans les points de vente des moutons. Mais les vendeurs ne désespèrent pas de faire de bonnes affaires d'ici la fête. À présent, la page internationale de cette édition en brève, le Mali et le Niger ont trouvé un terrain d'entente pour faire face aux pénuries de carburant qui frappent le nord du Mali. Vendredi 16 mai, au terme d'une visite à Niamey du ministre malien de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, les deux pays ont signé un engagement mutuel visant à assurer l'approvisionnement en hydrocarbures de ces régions qui voient les prix à la pompe grimper. Et puis le président sud-africain Cyril Ramaphosa a commencé une visite aux États-Unis pour une conversation cruciale avec le locataire de la Maison-Blanche qui déterminera l'avenir des relations entre les deux pays. C'est la première fois que Trump reçoit un leader africain à la Maison-Blanche depuis son entrée en fonction en janvier. Au cours de son premier mandat entre 2017 et 2021, il ne lui a jamais rendu visite en tant que président. Son homologue Ramaphosa a fait sa dernière visite à Washington en 2022 alors que l'administration de Joe Biden façonnait toujours la politique américaine. Cependant, depuis le début de 2025, les relations entre les États-Unis et l'Afrique du Sud se sont détériorées rapidement. Washington accusant notamment Pretoria des prétendues persécutions à l'encontre des Afrikaners. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en compagnie de GTV. Bonsoir.